Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 21 octobre. Nadia Minassian, préfète de la MRC Rocher-Percé, présente quelques explications sur la réglementation du cannabis qui sera établie prochainement dans la MRC. Marie-Josée Racine, porte-parole du collectif Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs, nous fait découvrir ce tout nouveau service dans notre région. Patricia Dussureau, coordonnatrice à Second Souffle, nous informe sur cet organisme de la MRC Rocher-Percé. Jenny Lebrasseur du comité de financement de la fabrique de Port-Daniel nous parle au sujet de la maison hantée du sous-sol de l'église de Port-Daniel. La troisième édition du Salon du livre de Bonaventure qui aura lieu les 26, 27 et 28 octobre prochains au Centre Bonaventure à Bonaventure. Première d'une série de petites capsules intitulées « Capsule Espace Famille ». Et il sera sujet de sécurité pour les enfants avec Joliane Desbois, intervenante et animatrice pour le service du Petit Bonheur au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel à l'occasion de la fête d'Halloween. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, suite à la légalisation du cannabis qui a eu lieu le 17 octobre dernier, lors de la dernière réunion de la MRC Rocher-Percé, Nadia Minassian, préfète de la MRC Rocher-Percé, présente quelques explications sur la réglementation qui sera établie prochainement dans la MRC. Le deuxième point que j'aimerais amener à faire nouvelle, c'est justement le dossier de cannabis. J'ai eu beaucoup de journalistes aujourd'hui qui m'ont appelé, qui ont appelé les maires pour savoir comment nous, on s'y prenait avec le dossier de cannabis. C'est sûr que c'est un dossier qu'on veut traiter au niveau de la MRC. Alors, chaque municipalité est libre de faire les règlements qu'ils veulent dans le dossier de cannabis, mais c'est beaucoup plus facilitant pour nos citoyens si c'est la même réglementation à la grandeur de la MRC. C'est aussi beaucoup plus facile pour la Sûreté du Québec pour mettre en application ces règlements-là. Alors, au comité de sécurité publique, on va tous regarder ça et on va sortir avec un règlement qui va probablement ressembler à ce que le gouvernement propose avec quelques nuances près, là. Alors, on aura plus de détails là-dessus dans les mois à venir. Après 10 années de revendications, la responsable des services de sage-femme dans la Baie des Chaleurs a finalement fait son entrée en poste. Marie-Josée Racine, porte-parole du collectif Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs, nous informe à ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer, en gros, c'est quoi le collectif Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs? C'est un collectif de citoyens bénévoles qui se sont mobilisés il y a une dizaine d'années pour demander le service de sage-femme à l'époque, c'était le C3S, maintenant c'est le 6, le C3S. Et puis, donc, pendant 10 ans, on a fait beaucoup de démarches pour que le service arrive dans la Baie des Chaleurs. Puis, voilà, après 10 ans, bien, ça y est, il y a une première sage-femme qui a été embauchée en septembre. C'est quoi le rôle au juste? Bien, le rôle du collectif, dans le fond, c'est de... Bien, tout d'abord, c'était de revendiquer le service. Donc, c'est toutes les démarches qu'il faut faire pour ça, parce que c'est pas un service qui est offert d'emblée à la population. Et par la suite, bien, sensibiliser aussi, parce que, bon, les élus, les décideurs, beaucoup ne connaissent pas le service de sage-femme, même s'il y a une formation universitaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est offerte, puis une formation de 4 ans avec 2500 heures de stage, qui a un ordre professionnel, c'est une profession qui est méconnue. Donc, il a fallu faire beaucoup de sensibilisation. Et maintenant, qu'il y a une sage-femme qui est embauchée par le CIS, là, ça va être de travailler avec elle, puis pour s'assurer, dans le fond, que le service qui va être offert réponde aux besoins de la population. Parce qu'on sentait que la population voulait avoir le service, raison pour laquelle on s'est formé. On était comme quelques citoyens bienveillants. Puis maintenant, ça va être de s'assurer, bon, est-ce que maintenant, 10 ans plus tard, est-ce que le service qu'elle va déployer, est-ce que ça répond aux besoins de la population? Donc, il va peut-être falloir faire des sondages, des soirées d'information, de rencontres, de consultations avec la population, les familles de la Baie des Chaleurs. C'est quoi le service au juste qui est offert? Le service qui est offert, c'est d'abord le suivi de grossesse et l'accompagnement à l'accouchement. Et par la suite, un suivi de la maman et du bébé, un suivi postnatal qu'on appelle pendant les 6 semaines suivant l'accouchement, pour s'assurer que la maman et le bébé vont bien. Et puis, les sages-femmes, dans leur champ de pratique, elles se concentrent sur les grossesses normales. Donc, une femme qui aurait des problématiques pendant sa grossesse ou des complications, la sage-femme a des limites très claires et doit transférer à un médecin.
le suivi et l'accouchement. Donc, la sage-femme peut faire le suivi de grossesse et accompagner les mamans pour l'accouchement à partir du moment où les femmes ont une grossesse normale, qu'il n'y a pas de problématique particulière. OK. Et puis, c'est quoi le secteur au juste? C'est baie des Chaleurs, mais c'est de où à où? Oui, le secteur, c'est la baie des Chaleurs, donc ça va des plateaux jusqu'à Shigawak. Puis, après ça, pour ce qui est de la MRC Côte-de-Gaspé, là, il y a un autre collectif comme nous qui s'est mobilisé aussi pas longtemps après nous, le collectif Accès Sage-Femme Côte-de-Gaspé, qui, elle, milite depuis, je dirais, un bon 7-8 ans pour qu'il y ait un service aussi dans leur MRC à eux. Donc, le défi pour la sage-femme qui vient d'être embauchée, ça va être de déployer le service sur l'ensemble de ce territoire-là pour qu'autant les femmes dans les plateaux que les femmes à l'extrémité est dans le secteur de Shigawak puissent avoir accès à ce service-là. Donc, c'est un grand défi parce que c'est un très grand territoire, qu'il n'y a pas beaucoup de naissances, puis que les sages-femmes aussi doivent travailler en équipe de 2 pour assurer la sécurité des femmes et des enfants. Donc, tout va être à créer, en fait, comme service. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi la différence entre un suivi sage-femme puis un autre du point de vue plus médical? Oui, un suivi médical, en fait, ici, dans la baie des Chaleurs, il y a 4 médecins généralistes qui travaillent en obstétrique. Et puis, elles font à la fois de la clinique familiale et aussi des suivis de grossesse et accouchement. Donc, avec un médecin, c'est à l'hôpital. Et puis, donc, c'est une approche, dans le fond, qui est peut-être un peu plus médicale. L'approche sage-femme, c'est une approche qui est peut-être plus holistique, qui va autant porter attention à disons, l'aspect psychologique de la femme, son entourage, sa situation socio-économique, son alimentation. Et puis, dans le fond, la sage-femme, elle se concentre uniquement sur les suivis de grossesse et les accouchements. Pour les grossesses normales, souvent, elle a moins de suivi de grossesse à faire qu'un médecin. Donc, ce qui fait en sorte qu'elle a plus de temps à consacrer à la femme qui vient pour les suivis. Y a-t-il des coûts reliés à ça? Non, en fait, c'est couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, comme les services d'un médecin. Pour obtenir de l'information, pour s'impliquer, les gens, ils peuvent communiquer avec vous comment? Oui, bien, en fait, nous, on a une page Facebook, Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs. On a aussi un site web. En tapant dans Google, vous allez nous trouver, Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs aussi. Puis, sur le site web et sur la page Facebook, il y a un courriel, un numéro de téléphone où les gens peuvent nous contacter. Donc, actuellement, on est à la recherche de bénévoles. Ça peut être autant des jeunes mamans, des papas, des grands-parents, des gens qui travaillent dans le domaine de périnatalité qui voudraient s'impliquer pour contribuer à la mise en place de ce service-là pour que ce soit à la couleur des familles de la région. Fait que là, c'est au tout début, sûrement qu'il va y avoir d'autres embauches aussi du côté du CI3S. Oui, exactement. Dans les prochains mois, il y a 2 autres sages-femmes qui vont venir joindre l'équipe. Ça, c'est sûr et certain. Puis par la suite, on va travailler fort pour qu'il y ait plus de sages-femmes qui viennent se joindre à l'équipe pour pouvoir couvrir l'ensemble de la Gaspésie. Patricia Dussureau, coordonnatrice à Second Souffle, nous informe sur cet organisme qui vient en aide aux proches aidants de la MRC Rocher-Percé, ainsi que sur certaines activités à venir. Second Souffle, c'est un projet qui est supervisé par Vision Gaspé-Percé Nord et financé par l'Appui. Mon objectif, moi, c'est de rejoindre les proches aidants d'aînés qui sont sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Alors, l'objectif numéro 1, c'est de faire en sorte que les proches aidants d'aînés se reconnaissent en tant que proches aidants. OK. Puis là, une fois par mois, vous avez des déjeuners rencontres. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, tous les premiers mardis du mois, on a un déjeuner-rencontre qui se passe pour le territoire de Port-Daniel-Gascon. C'est au Vieux-Couvent, c'est au local du Cercle des fermières de Gascon. Alors, le premier mardi du mois, ça se passe au local des fermières de Gascon. Et le troisième mardi du mois, on a un déjeuner-rencontre qui se passe à la chaloupe de Pabot.
Alors, l'objectif de ces déjeuners-rencontres, puis là, je tiens à dire que les gens de Chandler peuvent venir à Gascon, et les gens de Gascon, Port-Daniel, peuvent venir aussi à Pabot, à la Chaloupe. On invite des intervenants si les proches aidants ont besoin d'entendre les références d'une travailleuse sociale, que ce soit la clinique de la mémoire, pour le mandat d'inaptitude, comment ça fonctionne. Moi, j'invite des gens à amener de l'information. Ou ça peut être, moi je dirais que la recette gagnante, c'est que les proches aidants se parlent entre eux. Et c'est ce qui est recherché le plus. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un proche aidant pour outiller un autre proche aidant. C'est comme ça que ça se passe. OK. Puis là, prochainement, il va y avoir la Semaine nationale des proches aidants d'aînés. Oui, dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants d'aînés, à toutes les années, on organise une activité spéciale. Cette année, c'est la première semaine du mois de novembre. Alors, cette année, ça va être mercredi, le 7 novembre. On s'est inspiré de l'émission avec Guillaume Lepage, Tout le monde en parle. Alors, on fait l'émission Les proches aidants d'aînés. Tout le monde en parle, pas assez. Alors, je vais vous montrer. C'est l'affiche en tant que telle. Puis, cette activité-là va se passer à la MRC du Rocher-Percé, qui est au 129 route 132. C'est l'ancienne école Saint-Patrick. Ça va être à midi. C'est de midi à 16h et on enregistre devant le public. Alors, moi, je fais... le Guillaume Lepage, je serai votre animatrice. Il y aura aussi Suzanne Bourget qui va être ma co-animatrice. Suzanne est de la Société Alzheimer. Puis, la Manon pèse sur le piton, ça va être fait par Christine Sauvageau qui travaille pour le 6. Elle s'occupe du centre de jour. Alors, ça, c'est la petite équipe là, qu'on est entre nous. Puis, les invités, il va y avoir des proches aidants, il va y avoir 3 proches aidants d'aînés. Les proches aidants sur des réalités différentes, parce qu'on sait que nous, en Gaspésie, il y a des proches aidants que la famille est à Montréal ou est éloignée. Un, ça va être le conjoint, l'autre, ça va être la mère. Fait qu'on veut savoir différentes réalités. Il va y avoir aussi Nadia Minassian, qui est préfet. Aussi, Monsieur Jacques Langelier, du Centre d'action bénévole. Il va y avoir Laurent Carbonneau, qui est pharmacien, Karine Larocque, qui est conférencière de Simplement Humain. Il va y avoir aussi Amandine Lachapelle de l'Appui, qui est notre bailleur de fonds. Marlène Bécu, du CIS, qui est travailleuse sociale. Puis Jessica Sinot, qui est la directrice de Vision Gaspé-Percé-Nord. Alors, tout ensemble, notre objectif, ça va être vraiment de faire... une communauté où est-ce que les gens, les proches aidants vont se sentir, ils vont savoir les services, vont être au courant des services qu'on offre, puis en même temps de sensibiliser la communauté à la cause des proches aidants. Puis les personnes qui désirent assister à l'enregistrement, mais ils communiquent avec vous comment? Oui, les personnes qui désirent assister à l'enregistrement, parce que c'est enregistré devant le public, pour être diffusé prochainement sur Télévague, ils ont juste à me téléphoner. Le numéro de téléphone, c'est le 418-398-9799. Vous pouvez laisser un message comme de quoi vous êtes intéressé à participer à l'émission. Ou peut-être par notre site Facebook aussi, il va y avoir un événement de créé. Vous avez juste à vous inscrire via Second Souffle, proche aidant de la MRC du Rocher-Percé. Vous allez voir le site et vous inscrire à l'événement. À l'approche de la fête d'Halloween, j'ai rencontré pour vous Jenny Lebrasseur du comité de financement de la fabrique de Port-Daniel au sujet de la maison hantée du sous-sol de l'église de Port-Daniel. Pouvez-vous nous parler un peu de cette 3e édition de la maison hantée du sous-sol de l'église de Port-Daniel? Oui. Ça a commencé 3 ans passés. On cherchait des moyens de financement pour... Au début, c'était pour la toiture de l'église. Puis c'est là qu'est venue l'idée de la maison hantée dans le sous-sol de l'église. Ça a commencé, on prenait la moitié du sous-sol, puis maintenant, on est rendu qu'on prend le sous-sol en entier. Fait que d'année en année, c'est devenu plus gros, puis le monde en parle beaucoup, puis c'est jamais le même thème. À chaque année, on change de personnage, on change de décor, on change de tout. Puis le monde apprécie beaucoup ça, puis on est une belle gang. Cette année, on est environ 25 personnages. Puis, je te dis, venez-y, vous allez avoir peur. C'est bienvenue chez nous, dans l'église de Port-Daniel, à la maison hantée. Faut vous venir voir ça. Là, il y a sûrement un prix d'entrée.
Oui, le prix d'entrée, c'est 3 $ pour les enfants puis 5 $ pour les adultes. Puis on a aussi une garderie pour les mamans qui veulent venir, qui ont des enfants. Ça, c'est une contribution volontaire. Ça va être en haut de l'église. Et il y a combien de personnes en tout qui travaillent sur la maison hantée chaque année? Ben là, cette année, on est plus que l'année passée, mais à peu près quasiment tous les figurants qui font partie de la maison hantée viennent décorer tous les jours ou 1 ou 2 jours semaine. Fait que depuis le début octobre qu'on a commencé à décorer, puis là, il nous reste une semaine. On est dans le sprint final, puis on est ici à jour, soir, les fins de semaine. Tout le monde se donne à cœur joie là-dedans, puis... Le moment arrive, puis on est tous stressés de ça. Là. Quand ça arrive, là, on est vraiment tout excités, tout le monde. Puis on invite toute la population de partout de venir nous voir, puis de venir vous amuser avec nous. Les jeunes ont commencé à s'impliquer un petit peu plus. Puis là, d'année en année, il y a même des jeunes de Gascon cette année, des jeunes de Port-Daniel, de Gascon, puis il y en a même là, qui voulaient venir de Chandler, mais c'est juste pour les déplacements, les décorations. Des fois, ça fait comme... c'est loin, mais les parents, les amis, tout le monde s'implique. Puis c'est pas juste les jeunes, il y a également des aînés aussi qui se sont impliqués. Puis c'est super le fun, ça touche tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde, c'est pour toutes les âges. C'est pour tous les âges. C'est sûr que les petits de 3-4 ans, des fois, ils peuvent avoir peur, parce que c'est quand même une maison hantée, puis le but, c'est de faire peur. Mais inquiétez-vous pas, on vous fera pas mal. Puis l'important aussi, là, il faut pas frapper, parce qu'il y en a qui sont jeunes aussi là-dedans. Oui, des fois, quand on a peur, on peut frapper, mais personne ne va vous faire mal, personne ne va vous toucher. On est là pour avoir du fun, pour avoir une belle soirée, puis pour amuser tout le monde, puis pour faire une belle activité dans notre village. C'est super le fun. Faut pas vous manquer ça. Ça dure 3 jours. Ça dure le 26, le 27 et le 28. C'est de 6h30 à 9h. Puis on arrête peut-être de prendre un petit break de 15 minutes dans le milieu de la soirée. Mais à part ça, il y a des jeunes là-dedans. C'est des jeunes qui commencent de 8 ans jusqu'à 15 ans. Puis il y a des adultes. Chez nous, on est 25 personnes environ. Puis... C'est le moment de l'Halloween, puis il ne faut pas vous manquer ça à Port-Daniel. Venez nous visiter, venez avoir peur. Les 26, 27 et 28 octobre prochains aura lieu au Centre Bonaventure à Bonaventure le Salon du Livre 2018. Notre collègue Éric Robert-Joseph vous a préparé ce qui suit. Pour une 3e année consécutive, la ville de Bonaventure nous présente l'unique salon du livre en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Encore une fois, la programmation diversifiée saura plaire à tous. Joanie Arsenault de la ville de Bonaventure nous en parle. L'idée du Salon du Livre vient d'une initiative de la ville de Bonaventure avec la bibliothèque. Donc, par intérêt pour la promotion de l'intérêt de la lecture et l'impact que ça a sur le développement des jeunes et des adultes, effectivement. Donc, on voulait avoir un événement de la sorte. Donc, c'est travailler en collaboration avec les employés municipaux. On a un petit comité là, de bénévoles aussi qui s'impliquent. Et puis, donc, cette année, on est heureux de vous accueillir les 26, 27, 28 octobre. Donc, qui se trouve à être vendredi, samedi et dimanche. Donc, c'est une fin de semaine donc pour tout le monde. Vendredi, principalement les activités école, mais il y a aussi donc les soirées que des activités pour tous les groupes d'âge. Denis Fortier est notre président d'honneur cette année. Donc, M. Fortier est un physiothérapeute qui cumule à peu près 25 ans de pratique là, en privé et hospitalier. Donc, a écrit de nombreux livres, donc conférencier, est présent aussi donc dans le milieu de la télévision et de la radio. Donc, il va venir nous présenter cette année 2 de ses conférences. Donc, il a écrit plusieurs livres là, qui touchent, entre autres, un mode de vie actif, la marche, travailler debout, comment prévenir le vieillissement. Donc, on a 2 belles conférences dans la programmation. On a une 50aine d'exposants qui sont présents, donc généralement du Québec. On a de la moitié, presque la moitié qui provient de la Gaspésie, donc un peu plus de la moitié là, qui vient du reste du Québec et du Nouveau-Brunswick. On en a vraiment pour
tous les goûts. Il y a une cinquantaine d'activités qui sont présentées. Donc, si on y va un peu par groupe d'âge, si on commence par les plus petits, donc on a donc une fée conteuse, donc Philitou qui va venir nous présenter ses contes. On a Sylvie Bélanger qui fait aussi de l'animation de contes. On a Nadine Poirier qui vient nous divertir pour un conte et pour les un peu plus vieux avec un de ses romans. Donc, par la suite, on a Isabelle Larouche qui a une conférence autant pour les jeunes qu'une conférence pour les adultes. On a Robert Blake qui fait aussi une conférence pour les jeunes, une pour les adultes. On a Orbi qui vient nous présenter 3 conférences dans le vendredi, donc dans la journée principalement pour les écoles. Au niveau des un petit peu plus vieux, on a Isabelle Larouche, comme je vous disais, qui revient. On a Isabelle Huot qui vient nous présenter des conférences. On a, comme on vient de parler, Denis Fortier. On a Louise Tremblay-Dessiam. On a donc Pascal Alain. On en a vraiment plusieurs, là. Y a-t-il des lancements cette année au Salon du Livre? Oui, donc on va en avoir 2. Un le vendredi avec Rose-Hélène Tremblay et un autre le samedi avec Lynn Richard. Peux-tu me parler de l'ouverture officielle du salon? Oui, donc ça a lieu à 9h, donc à même le Centre Bonaventure durant le salon. Donc c'est une ouverture un peu plus protocolaire. Il va y avoir un mot du maire, un mot de président d'honneur et un mot de Desjardins qui est le principal commanditaire. Donc on vous invite à suivre l'événement sur la page Facebook du Salon du Livre de Bonaventure ainsi que sur le site de la Ville de Bonaventure. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. En collaboration avec l'École polyvalente de Passepébiac ainsi que celle de Nancy Gagnon, voici la première d'une série de petites capsules intitulées « Capsule Espace Famille ». Bonjour, bienvenue au Capsule Espace Famille. Je m'appelle Myriam et je suis accompagnée de Noémie. Salut, aujourd'hui nous allons faire un bricolage de chat. Pour ce faire, vous avez besoin d'un carton noir et d'un carton rose, ainsi qu'une colle, un crayon noir et un crayon blanc, une règle, un ciseau et des yeux de multiples couleurs et multiples formes comme ceux-ci. Alors nous allons débuter le bricolage. Premièrement, vous devez tracer les formes sur un carton noir et un carton rose. Comme ceci. Comme vous voyez, pour faire la tête, on a fait un cœur. Pour faire le corps, on a fait un rectangle. Et sur le carton rose, on a fait un nez et le dedans des oreilles. Deuxièmement, vous devez découper tous les morceaux. Troisièmement, vous devez les assembler ensemble avec de la colle. Pour ce qui est du cou, vous devez le plier d'un bord, de l'autre, ainsi de suite, comme ça. Finalement, à l'aide de votre crayon blanc, vous devez tracer les moustaches de chaque côté du visage de votre chaton, comme ceci. Merci d'avoir écouté notre capsule Espace Famille. À bientôt! En terminant, écoutons ensemble la petite chronique de Joliane Desbois, intervenante et animatrice pour le service du Petit Bonheur au Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, portant sur la sécurité des enfants à l'occasion de la fête d'Halloween qui aura lieu mercredi prochain. Comme l'Halloween approche, moi je suis là aujourd'hui pour vous rappeler quelques règles de sécurité de base pour l'Halloween et avant l'Halloween. Donc premièrement, on va commencer avec tout ce qui est costumes, maquillage, etc. Premièrement, quelques petits points à se rappeler avec les costumes. On en a de tous les types aujourd'hui. Premièrement, ce qui est le plus important, je crois, c'est la visibilité du costume. Comme la plupart des enfants passent l'Halloween quand il fait noir, on va opter pour un costume qui est visible, c'est-à-dire pâle, ou qui est réfléchissant, ou simplement on peut y intégrer des bandes réfléchissantes. Aussi, on va s'assurer que le costume n'est pas trop long, pour pas que l'enfant s'enfarge les pieds dedans ou quoi que ce soit. Aussi, on va s'assurer de vérifier avant quelque chose qu'on ne pense pas vraiment faire, les matériaux de costume, si c'est des matériaux inflammables ou non, considérant que pour l'Halloween, il y a beaucoup de lumière, et etc. On va aussi s'assurer que les enfants, quand ils passent l'Halloween, ont des chaussures confortables, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vont quand même marcher parfois une couple d'heures, donc c'est important. Ensuite, on va essayer le plus possible d'éviter tout ce qui est masque, ces choses-là. Les masques peuvent nuire à la visibilité des enfants, mais aussi peuvent nuire à leur respiration. Souvent, les masques ont pas assez des gros trous de nez pour respirer. Donc, on va privilégier le maquillage. Ensuite, pour ce qui est des costumes, c'est
important de s'assurer que le costume est chaud. On est bien conscient, par exemple, qu'il y a bien des costumes qui sont pas chauds, c'est-à-dire qui sont à manches courtes ou quoi que ce soit. C'est de s'assurer que le costume est assez grand pour être en mesure de bien habiller l'enfant en dessous. Ensuite, si on parle d'un autre point important, c'est-à-dire les décorations. Les décorations, c'est sûr, avant l'Halloween, c'est le fun de pouvoir intégrer les enfants aux décorations même. Ça leur met, ça leur donne un petit peu d'excitation à l'Halloween, tout ça, mais de façon sécuritaire. Ensuite, en termes de décoration, quand on parle de recevoir des Halloween à la maison pour leur donner des bonbons, on va essayer le plus possible d'éviter des chandelles, ce qui peut être autant dangereux pour les enfants que pour les animaux. On va aussi s'assurer que l'entrée vers la maison est bien dégagée et pour que ce soit sécuritaire pour les enfants. Si vous avez des animaux, on aime tout un peu aujourd'hui avec les foleries qui sortent même déguiser nos animaux. Mais parfois, il ne faut pas oublier que les enfants ou même les adultes peuvent avoir peur des animaux. Donc, s'assurer que les animaux restent à l'intérieur. Aussi, on va privilégier, si vous donnez des bonbons, bien évidemment, d'allumer les lumières extérieures et intérieures de la maison pour donner, le chant de bienvenue aux enfants. Puis même si vous pouvez décorer, ça donne encore plus le goût aux enfants d'y aller souvent. Ensuite, si on parle en termes de friandises durant la récolte de bonbons, c'est ultra important, bien évidemment, de vérifier le contenu des sacs de bonbons de vos enfants. Qu'est-ce qu'on entend par vérifier le contenu? On entend de vérifier, le plus important, que le papier d'emballage soit commercial. Par exemple, une Kit Kat soit bel et bien emballée dans un emballage de Kit Kat et non dans un sac Ziploc. Aussi, on s'entend que d'avoir un bonbon suffisamment gros en fonction de l'âge de votre enfant pour pas qu'il s'étouffe avec les petits bonbons que vous pouvez retirer éventuellement, de bien connaître les allergies de vos enfants pour être sûr qu'il n'y a rien qui peut provoquer une allergie à votre enfant dans son sac. Aussi, de vérifier les dates d'expiration des bonbons, ce qu'on n'a pas souvent tendance à faire. Puis finalement, concernant la promenade de façon générale, quelques règles de sécurité à rappeler. Premièrement, c'est très conseillé avec les jeunes enfants qu'ils soient accompagnés d'un adulte en tout temps. Ou si votre enfant est un peu plus âgé, bien évidemment s'assurer qu'il soit en groupe de 4 ou de 5. Vous pouvez même remettre une lampe de poche à votre enfant pour s'assurer de sa sécurité. Aussi, connaître l'itinéraire de son enfant, c'est aussi une bonne chose à savoir. Lui rappeler les règles de sécurité, par exemple, de regarder des deux côtés du chemin avant de traverser, de marcher sur le trottoir, ne pas aller vers les inconnus, rester à l'extérieur quand on récolte les bonbons. Aussi, il ne faut pas oublier que la police, c'est loin d'être l'ennemi des enfants, mais bel et bien un ami. Si vous avez n'importe quoi comme question ou simplement besoin d'aide, la police est là pour vous aider le soir de l'Halloween. Il y en a beaucoup, beaucoup dans nos rues. Aussi, un des petits conseils que je peux faire en lien avec la promenade et les friandises, c'est de donner un bon repas avant la récolte des bonbons à vos enfants. Comme ça va leur éviter de manger des bonbons toute la rune pour qu'ils ne mangent pas des bonbons avant même que vous ayez fouillé dans le sac. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour de notre petite capsule Halloween. Fait qu'on va vous souhaiter une très bonne Halloween à tous puis une bonne récolte de bonbons. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 21 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!